Alors, on commence. Très bien. Donc, j'ai fait une petite. Alors, j'ai préparé quelques cas cliniques. En fait, avant l'année dernière, les années précédentes, on faisait l'examen pratique sous forme de cas cliniques. Ça a changé avec les écoles. C'est un examen oral direct. Mais on va essayer de faire ensemble quelques cas cliniques. Comme ça, on va réviser un peu votre examen pratique. Et je vais essayer euh, de partager avec vous ces iconographies. Alors, je ne sais pas comment. Alors, share screen presentation one. Alors, est-ce que vous arrivez à voir comme ça? Alors, dites-moi, est-ce que c'est clair? L'écran est clair? Très bien. Donc, on commence. Parfait. Alors, on commence avec cette photo du fond d'œil. Ça, c'est l'examen du fond d'œil normal. Donc, ça, c'est la tête du nerf optique, ou ce qu'on appelle le disque optique. D'accord? C'est la tête du nerf optique. Ça, c'est la macula. Le centre s'appelle la fovea. Et au centre du nerf optique, il y a les vaisseaux centraux de la rétine. Il y a l'artère centrale de la rétine et la veine centrale de la rétine. La veine centrale de la rétine et l'artère centrale de la rétine vont se ramifier, donner une branche temporale supérieure, une branche temporale inférieure, une branche nasale supérieure, une branche nasale inférieure. Il faut savoir que la veine est plus épaisse que l'artère. Ça, c'est un fond d'œil qui est dit normal. Après, je vais vous parler un peu de la tête du nerf optique. Ça, c'est le disque optique, d'accord? Donc, il y a deux parties. Il y a le cup au centre, c'est une excavation où il n'y a pas de fibre optique. Et il y a l'anneau neurorétinien, de l'anneau rouge qui entoure l'excavation. C'est à ce niveau-là où passent les fibres optiques qui viennent de la rétine. Donc, la partie centrale, il n'y a pas de fibres. La partie périphérique rouge, on trouve les fibres optiques. Donc, on appelle ce rapport entre l'excavation et le disque, le diamètre du cup, le centre et le disque, le rapport cup-disque. À l'état normal, il va de 0,2 à 0,3, d'accord? C'est-à-dire ce diamètre-là sur le grand diamètre est égal à 3 sur 10 ou la 2 sur 10. هنا عندنا big cap, c'est-à-dire une excavation qui est large. Vous voyez que la partie centrale, le diamètre de la partie centrale est égal à 7 sur 10 du diamètre du disque. Et c'est un des signes du bloc 1. OK. Donc, quand on décrit l'examen du fond d'œil, premièrement, on a fait l'examen clinique, qu'est-ce qu'on va dire? Par rapport, on parle du vitré, parce que le fond d'œil, je vous ai expliqué hier, le segment postérieur, voilà, vous arrivez à voir. Donc, ça, c'est le segment postérieur. Premièrement, il y a le gel vitréen, le corps vitré, et l'essence est être clair. Quand ce n'est pas clair, on n'arrive pas à voir les détails du fond d'œil, c'est-à-dire la rétine, la papille et tout, quand le corps vitréen n'est pas clair. Donc, premièrement, à l'examen, on dit que le vitré est clair ou pas. Donc, on met vitré. En général, pour l'examen clinique en ophtalmologie, on met l'œil droit comme ça et l'œil gauche. Et après, on les sépare par une ligne. On commence l'examen du fond d'œil, on met premièrement le vitré. Quand j'étais à Babeloued, donc la note pratique, elle est divisée en deux. La première partie, c'est en fait l'examen oral, la moitié de la note, et l'autre moitié, c'est l'observation clinique. Je demande aux étudiants de rédiger une observation sur un malade aux urgences, à la consultation, là dans le service, et comme ça, c'est comme ça qu'on apprend à faire à rédiger l'examen, les étapes de l'examen clinique en ophtalmologie. Donc, on commence toujours par le vitré, on dit que c'est clair ou trouble, il y a une hyalite ou il y a une hémorragie ou autre. Quand le vitré est clair, après, on va à la description du fond d'œil. On commence par la papille. On dit que la papille est saine, à bord net, comme vous voyez ici sur l'image. D'accord? Donc, on commence par les bords.
Et là, après, on décrit l'excavation. On dit le cup disque, le rapport cup disque est égal à 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, d'accord? Selon ce qu'on voit au fond d'œil. Après la papille, on décrit la macula. On dit que la macula est saine, où il y a présence d'un œdème maculaire, par exemple. Après la macula, on va décrire les vaisseaux, le trajet et le diamètre des vaisseaux, d'accord? On dit que les vaisseaux sont de trajet normal, où il y a une tortuosité vasculaire. Par exemple, en matière d'hypertension artérielle, on peut tomber sur des artères ou des veines, c'est-à-dire des vaisseaux tortueux, d'accord? Après, on décrit la périphérie rétinienne. Est-ce qu'il y a une présence d'une hémorragie rétinienne, d'un foyer, d'une lésion quelque part? OK? Ça, c'est la périphérie rétinienne. Donc, l'examen du fond d'œil, premièrement, on a le vitré. Après, c'est la papille. Après, la macula et la fovea, les vaisseaux. Et dernièrement, la périphérie rétinienne. Vous pouvez m'arrêter si vous avez des questions. D'accord. Donc, le cas, par exemple, si vous comparez les deux images, vous pouvez remarquer qu'il y a un œdème papillaire sur cette image-là. C'est-à-dire les bords de la papille ne sont pas nets. On n'arrive pas à vraiment connaître les bords de la papille. On parle d'un œdème papillaire par flou des bords. Ah, voilà. Vous pouvez voir la différence entre les deux papilles. Là, les bords sont bien nets et là, les bords sont flous. OK? Là, c'est un cas d'un œdème papillaire. Sur cette image-là, d'accord? Donc, on dit que le vitré, il est clair, la papille, elle est légèrement pâle, c'est pas très clair pour le cup disque. Le trajet des vaisseaux est normal, mais là, vous pouvez voir au niveau de la macula qu'il y a des exsudats. On appelle ça des exsudats. Ces points, ces lésions jaunâtres s'appellent des exsudats. Et c'est un des signes de l'œdème maculaire diabétique. Quand on fait l'OCT, ça, c'est une coupe qui passe par la fovea de l'OCT et on trouve qu'il y a des logettes, il y a un épaississement de la macula. On parle d'un œdème maculaire diabétique. D'accord? Donc, dans ce cas-là, par exemple, c'est un œdème maculaire diabétique. Et quand on part à la périphérie, on pouvait voir qu'il y a des hémorragies rétiniennes. En matière de diabète, pour les hémorragies punctiformes que vous pouvez voir ici, on ne peut pas vraiment faire la différence entre un microanévrisme et une hémorragie punctiforme. Mais une hémorragie profonde comme ça, c'est clair que c'est une hémorragie. Après, ça, c'est un autre iconographie pour le fond d'œil. On a l'excavation. Alors, dites-moi en commentaire, le vitré et l'éclair. Parce qu'on arrive à examiner le fond d'œil, donc le vitré et l'éclair. Dites-moi pour la papille. Vous me donnez une description de la papille dans les commentaires. Alors, les bords sont nets. Elle est un peu pâle, cette papille, donc il n'y a pas avec la couleur rouge. Et pour l'excavation, le cup disque, il est à combien? Alors, OCT, oui, mais son aspect. Comment on peut voir l'œdème maculaire? Il y a des signes en faveur de l'œdème maculaire. Des fois, on voit un épaississement comme ça de la macula, d'accord? C'est-à-dire, on voit qu'il y a un gonflement de la macula. Mais des fois, ce signe-là n'est pas très clair. Donc, il y a des signes indirects qui reflètent l'œdème maculaire, comme les exsudats, par exemple. C'est à l'OCT maculaire qu'on peut savoir vraiment qu'il y a un œdème maculaire ou pas. OK? Alors, le cup disque est à 0,3, un peu plus, d'accord? Le cup disque, c'est le diamètre de l'excavation sur le diamètre du disque. Pratiquement, là, c'est la moitié. Ce diamètre-là, c'est la moitié du disque. On est d'accord? Donc, il est pratiquement à 0,5, estimé à 0,5. Après la macula, vous pouvez voir qu'il n'y a pas un bon reflet fovéolaire comme sur cette première image. Alors là, il y a un bon reflet fovéolaire. Donc là, l'image, elle n'est pas très claire. Excusez-moi, j'ai pas trouvé une bonne qualité pour la photo. Mais en l'état normal, la fovea, il y a un reflet lumineux comme ça qui est signe que la fovea est saine. Mais là, la macula, elle a perdu. On n'arrive pas à vraiment voir la macula à cause de l'épaississement, à cause de l'œdème. La présence d'exsudat, c'est un des signes de l'œdème maculaire. Vous pouvez voir qu'il y a des hémorragies un peu diffuses. OK? Il y a des hémorragies qui sont superficielles, qu'il y a des hémorragies qui sont profondes. Il y a une hémorragie qui est dite en flamèche, qui va suivre le trajet des fibres optiques. OK?
Et tout ça, c'est en faveur d'une rétinopathie diabétique non proliférante parce qu'on n'arrive pas à voir un néo-vaisseau, il n'y a pas de néo-vaisseau. On va dire modéré parce que les hémorragies sont présentes au niveau des quatre cadrans. Dans toute la rétine, pratiquement, c'est une rétinopathie diabétique non proliférante modérée. Alors, fovea est le centre de la macula ou foveola. Alors, la foveola, c'est le centre de la fovea et le fovea, c'est au centre de la macula. La foveola, c'est vraiment le centre du centre. Voilà. OK, quoi d'autre? Alors, pour la classification de la rétinopathie diabétique, on a dit hier que la rétinopathie diabétique, elle peut être non proliférante ou après, elle devient proliférante dès l'apparition de néovaisseaux. La non proliférante, c'est des stades. Il y a la non proliférante minime, modérée et sévère. Minime, il y a quelques hémorragies qui n'occupent pas les quatre cadrans de la rétine. Modérée, il y a des hémorragies qui occupent les quatre cadrans. Sévère, il y a des signes de sévérité. Donc, je vais vous montrer une image. Alors là, c'est autre chose. Ça, c'est une rétinopathie diabétique, pardon, c'est une rétinopathie hypertensive. Parce que vous pouvez voir qu'il y a des nodules cotonneux. Que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les nodules cotonneux. La papille aussi, les bords sont flous. Donc, il y a un œdème papillaire qui est lié à une HTA, une hypertension artérielle. Alors, il y a une tortuosité vasculaire, il y a des hémorragies en flamèche. Pour l'œdème maculaire, je pourrais pas savoir ici est-ce qu'il y a un œdème maculaire ou pas, c'est sauf si je fais l'OCT, mais il n'y a pas de signe indirect d'un œdème maculaire. Là, c'est l'examen du fond d'œil chez un patient qui a une rétinopathie hypertensive. Alors, j'essaie de lire les messages à chaque fois pour voir s'il y a des questions. Il y a aussi un rétrécissement artériel. Effectivement, il y a un rétrécissement artériel, bravo. On, euh, on peut avoir un œdème papillaire dans la rétinopathie diabétique. Rarement, c'est surtout une pâleur papillaire qui est liée à la neuropathie diabétique. L'œdème papillaire, on le trouve surtout en matière de rétinopathie hypertensive. Les nodules cotonneux et l'œdème papillaire sont retrouvés dans le diabète et l'HTA. Les nodules cotonneux, oui, mais l'œdème papillaire, rarement. Voilà, donc comme vous l'avez bien dit, il y a un rétrécissement artériolaire, c'est-à-dire des artères. On passe à la prochaine image. Ça, c'est une rétinopathie diabétique qui est un peu modérée à sévère. Comment on peut savoir si elle est sévère ou pas? C'est par la présence des amyres et la tortuosité veineuse. Ça, c'est une veine dite en chapelet. D'accord? Vous pouvez remarquer que la veine a modifié un peu son trajet, ok? Et même sa forme. Ça, c'est une veine dite en chapelet. C'est un des signes d'une rétinopathie diabétique non proliférante sévère. Ça, c'est des amyres, c'est des chantes entre les artères et les veines. Mais comment on peut vraiment savoir poser le diagnostic exact d'une rétinopathie diabétique non proliférante sévère? C'est par la présence d'une ischémie rétinienne. L'ischémie, elle est mieux visualiser quand on fait l'angiographie rétinienne à la fluorescéine. Donc là, vous pouvez qu'il y a une ischémie rétinienne, il y a une raréfaction des vaisseaux au niveau de la rétine supérieure qui signe une ischémie. On ne voit pas encore un nouveau vaisseau, il n'y a pas de prolifération, on est au stade de pré-prolifération. À ce stade-là, il y a une ischémie, il y aura une sécrétion des facteurs de croissance, les VEGF, et juste après, il y a l'apparition de néo-vaisseaux. Alors, je pense qu'il y a une question. C'est quoi les amyres? Les amyres, c'est des chantes entre artères et veines. D'accord? Ok. Là, c'est une image d'un néo-vaisseau. Dès que vous retrouvez ça, un examen du fond d'œil, ça signe qu'il y a une rétinopathie diabétique proliférante. On est déjà au stade de prolifération. Et à ce moment-là, il faut commencer obligatoirement le traitement au laser, la PPR. Là, c'est une rétinopathie diabétique proliférante vraiment sévère parce que les néovaisseaux ont formé une membrane. Cette membrane-là, elle est tractionnelle, elle va tirer sur la rétine et entraîner ce qu'on appelle un décollement de rétine tractionnelle. Déjà, la rétine, à ce niveau-là, en nasal inférieur, elle est décollée. D'accord? Parce que la présence d'une membrane vasculaire, elle a des caractéristiques de rétraction. Elle va se rétracter, cette membrane, et tirer aussi la rétine. Il y a la présence d'une hémorragie dite rétro-hyaloïdienne.
Là, c'est une hémorragie aussi dans le vitré. Ça, c'est la présence d'un vaisseau qui est dit pré-papillaire. La première image, c'est un vaisseau pré-rétinien. Et ce vaisseau-là, il est pré-papillaire. OK? Là, c'est une hémorragie dans le vitré. On n'arrive pas à voir les détails de la rétine. Et quand il y a une hémorragie dans le vitré, pour savoir est-ce qu'il y a un décollement de rétine ou pas, on fait une échographie mode B. OK? Alors, je pense qu'il y a des questions. Quels, S'il vous plaît, quels sont les signes de sévérité dans la rétinopathie sévère? C'est la présence de membranes vasculaires tractionnelles, d'accord? C'est la présence d'hémorragie intravitréenne et la présence de glaucome néovasculaire. Des fois, les facteurs de croissance vont migrer vers le segment antérieur et vers le trabéculum pour bloquer le drainage de l'humeur aqueuse et à ce moment-là, on aura l'installation d'un glaucome qui dit glaucome myovasculaire. C'est parmi les complications de la rétinopathie diabétique proliférante sévère. Donc, vous avez le décollement tractionnel, vous avez l'hémorragie intravitréenne et le glaucome myovasculaire. L'écran est noir. Dites-moi, s'il vous plaît, je sais pas, est-ce que c'est clair pour les images? Comment on peut examiner le vitré ou le fond d'œil. Alors, le vitré, regardez. Ça, c'est le corps vitré. Quand c'est clair, c'est bon, c'est clair. C'est-à-dire, on voit bien les détails du fond d'œil. Quand il y a une hémorragie, quand on passe la lentille, on trouve qu'il y a un obstacle, qu'il y a du sang qui nous empêche de voir les détails derrière cette hémorragie. Ça signe qu'il y a une hémorragie dans le vitré. L'écran, est-ce que c'est clair? Dites-moi, est-ce que c'est clair l'écran? Oui, c'est clair. Est-ce qu'on peut parler d'ulcération de la cornée avant la coloration à la fluorescine? Alors oui, on va parler de ça. Docteur, on n'arrive pas à voir le curseur. Ok, bon. Alors, est-ce que vous arrivez à voir le curseur maintenant? Là, oui, c'est un vaisseau pré-rétinien. Vous arrivez à voir le précurseur? Alors, je vais voir. Oui, très bien. D'accord? Donc, c'est un vaisseau qui est des pré-rétiniens. C'est pas un vaisseau normal, c'est ça. Ça s'appelle un vaisseau, quelque chose de nouveau. Quoi d'autre? Voilà, ça, c'est quelques iconographies par rapport aux images de fond d'œil en matière de rétinopathie diabétique hypertensive et pour l'examen de la papille. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'on peut passer au cas clinique et après on revient vers les urgences pour parler un peu d'ulcère? Donc, je vais répondre à vos questions. On peut faire des cas cliniques maintenant? Alors, dites-moi. Comment je veux savoir si le fond d'œil, c'est un fond d'œil de l'œil droit ou gauche? Allez, c'est une bonne question, d'accord? Alors, je vais vous montrer. Par exemple, sur cette image, on revient vers la première image. Allez, par exemple, comment on peut savoir, c'est vrai, est-ce que c'est l'œil droit ou l'œil gauche? La papille, elle est toujours en nasal, d'accord? Elle est toujours en nasal. Donc ça, c'est le fond d'œil d'un œil droit, parce que la papille, elle est en nasal. Dites-vous que le nez, il est là, ok? Donc, mais imaginez si j'inverse cette photo-là. Est-ce que c'est l'œil droit ou l'œil gauche? Vous pouvez me dire, si on inverse l'image, on va dire que c'est l'œil gauche parce que la papille, elle est en nasale. Alors, il faut savoir que le niveau de la macula, excusez-moi, alors, le niveau de la macula, il n'est pas au même niveau de la papille. D'accord? Alors là, la macula, elle est toujours dans un plan un peu inférieur par rapport à la papille. D'accord? Quand on fait l'examen de l'œil gauche, on va trouver la papille, toujours c'est-à-dire la papille, elle est en nasale, la macula, elle est de ce côté-là, mais à son niveau, il est inférieur au niveau de la papille. C'est bon, j'espère que j'ai répondu à votre question. La différence entre rubéose aérienne et néovascularisation dans la rétine. Les deux sont conséquences de la rétinopathie diabétique proliférante. Oui, c'est ça. Déjà, la présence d'un vaisseau, ça signe une rétinopathie diabétique proliférante. La rubéose aérienne, c'est une complication de la rétinopathie diabétique proliférante parce il y aura une néovascularisation au niveau du segment antérieur. La néovascularisation commence au niveau de la rétine, dans le segment postérieur. Et quand les facteurs de croissance passent au niveau du segment antérieur, ça va donner une rubéole, c'est-à-dire une neovascularisation au niveau de l'iris.
Très bien. Alors maintenant, on va... euh, alors, c'est bon pour les questions. Je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. Je reviens vers la question de l'ulcère et l'examen à la fluorescence. Alors, c'est, est-ce qu'une hernie de l'iris peut donner une hypertonie ou une hypotonie? Une hernie de l'iris, c'est en matière de traumatisme en général. D'accord? Donc, une hernie, ça, c'est l'iris. Voilà, c'est la cornée. Quand il y a une brèche au niveau de la cornée, au niveau de la sclère, il y a une partie de l'iris qui peut sortir à travers cette brèche et à ce moment-là, on parle d'une hernie de l'iris. Donner une hypertonie en général, les traumatismes perforants s'accompagnent d'une hypotonie, pas d'une hypertonie. OK? Si j'ai bien compris votre question, sauf si vous parlez de d'autres choses. Alors là, voilà, c'est ça, l'hernie de l'iris. On parle quand d'hypotonie oculaire, quand le tonus oculaire, il est bas. D'accord? Hypotonie oculaire en général en cas de traumatisme perforant. C'est quoi la différence entre cyclodialyse et récession angulaire? Alors, la récession en matière de traumatisme, la récession de l'angle, d'accord? Donc, quand vous faites l'examen de la gonioscopie, vous allez trouver que l'iris, la base de l'iris, elle s'est un peu désinsérée en arrière. La cyclodialyse, donc vous allez voir toujours la bande ciliaire au niveau de l'angle. Il y a une bande ciliaire qui est large, d'accord? Parce que la périphérie aérienne ou la base de l'iris, elle est un peu refoulée vers l'arrière. C'est ça la récession de l'angle. C'est un examen, c'est un signe qu'on voit quand on fait la gonioscopie. Par contre, la cyclodialyse, c'est la désinsertion du corps ciliaire. C'est tout le corps ciliaire qui va se désinsérer de la sclère. Et quand on fait l'examen de gonioscopie, on ne va pas trouver le aslan de la bande ciliaire. OK? Elle est désinsérée du corps ciliaire. Dans quel contexte? Uniquement dans le traumatisme, oui. C'est dans les traumatismes surtout. La récession de l'angle, c'est surtout post-traumatique. Différence entre chalazion et orgelé. Alors, le chalazion, alors j'ai pas une image des paupières ici, mais je peux vous expliquer peut-être sur l'écran. Alors, je vais allumer cet écran. Alors, il faut savoir qu'au niveau des paupières inférieures et supérieures, au niveau du tarse, c'est-à-dire la paupière, il y a la peau, derrière il y a les muscles, après le tarse et la conjonctive palpébrale. Au niveau des tarses, il y a des glandes qui s'appellent les glandes de Mébomus. Ces glandes de Mébomus sécrètent le mébum, qui est la couche superficielle des larmes. Les larmes forment trois couches, la couche muqueuse, aqueuse et lipidique. La couche lipidique la plus superficielle, c'est cette couche-là qui va protéger les larmes contre l'évaporation. Quand il fait chaud, par exemple, on n'aura pas une évaporation des larmes. Cette couche-là est très importante pour protéger la surface de l'œil, grâce à cette couche lipédique qui est sécrétée par les glandes de Mébomus. Des fois, et d'où sort le contenu de ces glandes de Mébomus? À travers des orifices qu'on voit ici. D'accord? C'est très microscopique. On les voit à la lampe à fente. C'est des orifices comme ça où sort le mébum. Des fois, c'est-à-dire quand on utilise beaucoup les écrans, quand il y a une inflammation de l'œil, il y a une obstruction de ces canaux, ce qui fait que les sécrétions vont être bloquées au niveau des canaux et cette glande de mébomus va, va subir une inflammation. OK? Une inflammation qui est stérile, pas infectieuse. Et l'inflammation et le gonflement de cette glande va donner ce qu'on appelle un chalazion. OK? C'est ça le mécanisme du chalazion. L'orgelé, par contre, c'est un autre principe. Notre physiopathe, c'est une atteinte infectieuse du bulbe d'un cil. OK? C'est une atteinte infectieuse en général blanchâtre sur la paupière, sur le bord, comme ça, et c'est infectieux. Euh, c'est une rétinopathie diabétique centrale œdème maculaire peut bénéficier d'une injection anti-VEGF. Oui, bien sûr. Alors, la rétinopathie, on parle surtout d'un œdème. En matière de diabète, donc, le diabète, il touche l'œil, ça donne pas seulement la rétinopathie diabétique. Il y a plusieurs affections qui lui sont liées au diabète. La cataracte, par exemple, le l'œdème maculaire, la rétinopathie diabétique, la neuropathie diabétique. Il y a beaucoup d'affections. La paralysie oculomotrice. Donc, il y a des paralysies qui sont liées au diabète. Donc,
En matière d'œdème maculaire, le traitement, c'est les anti-VEGF. La rétinopathie diabétique proliférante, c'est le traitement au laser. OK? Dans la rétinopathie diabétique, le décollement de la rétine peut être seulement tractionnel ou aussi rhumatogène. Des fois, ça peut être mixte. Des fois, c'est membrane tractionnelle, fibrovasculaire. Quand ça tire sur la rétine, ça peut créer des déchirures. Et le décollement, il est dit mixte, c'est-à-dire tractionnel et rhumatogène en même temps. Est-ce que le fond d'œil est autorisé lors d'un traumatisme ouvert? Oui, un fond d'œil non contact. Je vous ai montré hier la lentille de vol. Alors, voilà. Ça, c'est une lentille 90 dioptries, d'accord? Ce qu'on appelle la lentille de vol. C'est une lentille non contact. On la pose comme ça pour examiner le fond d'œil, sans que ça soit en contact direct avec la cornée. Le verre à trois miroirs, par contre, il est contre-indiqué. On ne peut pas appliquer une force sur un globe ouvert. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si nous pose une question, la complication majeure de la cataracte congénitale, on dit amblyopie ou cécité ou les deux. La complication majeure, c'est l'amblyopie, bien sûr. Contre-indication du fond d'œil. Il n'y a pas de contre-indication, on peut faire l'examen. En fait, c'est pas de contre-indication, mais des fois, quand il y a un obstacle, quand il y a une cataracte dense, une hémorragie du vitré, on ne peut pas faire l'examen du fond d'œil. Le fond d'œil devient inaccessible. Ah, alors, est-ce qu'une rétinopathie diabétique centrale peut bénéficier dans la rétinopathie diabétique? Le verre à trois miroirs, lentille du fond d'œil plus gonioscopie. Voilà. Parce que fit trois miroirs. Un, deux, trois. Le verre semi-lunaire pour voir la gonioscopie, l'angle des rideaux cornéens. Le verre rectangulaire pour voir la périphérie, l'extrême périphérie de la rétine. Et le verre trapézoïde pour voir la moyenne périphérie de la rétine. Ce qui est au centre, c'est on voit juste le pôle postérieur, la papille, la macula. OK? Ça, c'est le verre à trois miroirs. On le pose directement sur la cornée. On met un gel visqueux sur la cornée, après avoir mis bien sûr un anesthésique. Et là, c'est un verre contact. Ça va être en contact direct avec la cornée, contrairement à ça. Ça, on examine à distance. D'accord? On met juste ça et on peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Après, une bonne dilatation, bien sûr, pour les deux. Ok, donc une rétinopathie proliférante bénéficie d'une anti-VEGF plus laser. Alors oui et non. Dans les pays développés, parce que les anti-VEGF, ça coûte vraiment cher. Là-bas, ils font pas vraiment le laser systématiquement. Ils injectent le patient chaque mois, des fois pendant 2 ans, une injection mensuelle d'anti-VEGF, même pour traiter la rétinopathie diabétique proliférante. Mais chez nous, comme c'est extrêmement cher les anti-VEGF, c'est réservé surtout pour traiter le derme maculaire. La rétinopathie diabétique proliférante, on la traite avec le laser. Donc, pour votre examen, le traitement de la rétinopathie diabétique proliférante, c'est la PPR ou le laser. Les anti-VEGF, c'est pour le derme maculaire. La seule indication de l'échographie mode B est lorsque le fond d'œil n'est pas accessible. Oui, c'est ça l'indication de l'échographie mode B. Euh, Quoi d'autre? Rétine centrale, c'est seulement macula ou macula plus papille. C'est la macula plus la rétine centrale, anatomiquement parlant, c'est la macula. L'examen du fond d'œil, c'est la macula plus la papille. Dans le strabisme, à partir de quel âge il y a le risque de perdre de la vision binoculaire? Surtout à l'âge quand l'enfant est très très jeune. Ok, donc le strabisme, il y a des types. Il y a le strabisme accommodatif, non accommodatif. Accommodatif, c'est-à-dire il est traité par le port de lunettes. C'est un strabisme qui est lié à une forte hypermétropie, d'accord? Un spasme accommodatif qui fait dévier l'œil. Dès qu'on corrige le révis réfractif, il n'y a plus de strabisme. On appelle ça un strabisme accommodatif. Le strabisme non accommodatif, comme le strabisme congénital par exemple, l'enfant il est né avec un strabisme congénital, il y a un risque d'amblyopie, donc il faut opérer le patient tôt pour éviter justement l'amblyopie. Vous pouvez expliquer l'amblyopie, c'est quoi? L'amblyopie, c'est une atteinte fonctionnelle de l'œil.
Sur le plan anatomique, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de cataracte, il n'y a aucun problème anatomique, mais le cerveau, il compte pas sur l'œil pour voir. OK? Donc, c'est un problème fonctionnel de l'œil. L'amblyopie, elle est souvent rencontrée en cas d'anésométropie, quand il y a un vice réfractif important dans un œil et l'autre œil, il est hémétrope, qu'il n'y a pas de problème. Donc, l'œil, le cerveau, pardon, il a tendance à neutraliser l'œil amblyope, c'est-à-dire ne plus voir avec l'œil amblyopes, le cerveau compte surtout sur le bon œil pour voir. Donc, c'est un œil qui est fonctionnellement parlant, valeur non fonctionnelle. OK? C'est ça l'amblyopie. Quelles sont les causes de la déchirure rétinienne? Alors, la déchirure rétinienne, il n'y a pas une seule cause, mais il y a des facteurs de risque, des facteurs prédisposants à faire une déchirure rétinienne. Premièrement, il y a l'âge, parce qu'avec l'âge, il y aura une modification de la consistance du gel de Vitray. OK? Ce gel-là, il va modifier sa structure, il devient plus il devient plus liquéfié, pardon, avec l'âge, et ça peut tirer avec l'âge ce qu'on appelle le décollement postérieur du vitré, le DPV, décollement postérieur du vitré. À l'âge jeune, le vitré, il est attaché à la rétine derrière. Mais à partir d'un certain âge, ce vitré-là va se détacher. Et quand ça se détache, ça peut tirer sur les zones d'adhérence, y compris la périphérie rétinienne, et entraîner une déchirure. Donc, un des facteurs de risque de la déchirure rétinienne, c'est l'âge, la survenue d'un DPV. Et ça ne veut pas dire que tout DPV va donner une déchirure rétinienne, c'est juste un facteur de risque. Donc, si quelqu'un fait son DPV, il aura ce qu'on appelle la mouche volante, d'accord? Des corps flottants comme ça dans l'œil. Donc, il faut qu'il consulte en urgence chez un ophtalmo. Et quand on fait l'examen ouvert à trois miroirs, d'accord, on examine toute la rétine. Si on ne trouve pas de déchirure, donc tant mieux, il y a rien. Le deuxième facteur de risque, c'est la forte myopie. La rétine d'un fort myope, c'est une rétine qui est très fine. OK? Donc, le fort myope, il est prédisposé à faire des déchirures rétiniennes. Troisièmement, il y a les traumatismes oculaires. Quand on reçoit, par exemple, un coup de ballon, il y a un risque de déchirure rétinienne. Il y a la chirurgie de la cataracte aussi. Après la chirurgie de la cataracte, il peut y avoir des micro-trous, des déchirures au niveau de la rétine, ce qui va entraîner, si on ne traite pas ces déchirures à temps, ça va entraîner le décollement de rétine dit régmatogène. Le traitement de la rétinopathie diabétique non proliférante, c'est la surveillance et l'équilibre glycémique et des autres facteurs de risque cardiovasculaire.